Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Les premiers ministres se rencontrent donc à Ottawa aujourd'hui. En fait, c'est une journée cruciale dans la préparation de la stratégie canadienne face à Trump. Oui, parce que dans 5 jours, l'investiture de Donald Trump aura lieu. Il aura donc plein pouvoir aux États-Unis, sera investi président et il y a toujours sa menace là, d'imposer des tarifs de 25% sur tous les produits. Tu sais que ce sera un décret présidentiel. Les rumeurs aux États-Unis, c'est qu'il pourrait signer à son jour 1 jusqu'à une centaine de décrets présidentiels. Il va avoir mal au poignet, le pauvre. Oui, non, mais tu sais, de décision, un peu dans l'esprit... Un grand coup. Oui, dans l'esprit de donner un grand coup puis de montrer que lui arrive puis ça va changer les affaires puis qu'il va en poser des gestes. Ça se peut qu'il y ait de l'enflure. Il y a parfois de l'enflure autour de Donald Trump, mais je voyais jusqu'à une centaine de décrets présidentiels. Donc, en d'autres termes, on fait l'investiture, les parages, les grandes cérémonies. Il rentre à la Maison-Blanche. On sort le gros charpie puis on signe. On signe. Et là, dans ce contexte-là, ce sera intéressant de voir les déclarations des premiers ministres des différentes provinces et des territoires qui vont converger vers Ottawa aujourd'hui, vont arriver là, en milieu d'avant-midi vers 10 heures. Il n'y a pas d'unanimité autour de la table. C'est-à-dire que il y a certains, notamment le premier ministre de l'Ontario, M. Ford, qui veut y aller là, souvent de manière un peu plus musclée, avait même mentionné la possibilité de fermer le breaker pour l'énergie, alors que la première ministre de l'Alberta, qui elle a rencontré M. Trump pendant 2 jours, était un peu plus nuancée et elle disait... Et elle veut vendre son pétrole. Oui. Coûte que coûte. Mm-hmm. Alors, parallèlement à tout ça, c'est à se demander aussi les impacts d'éventuels tarifs comme ça. Il y a le magazine Fortune qui a rapporté que l'équipe économique de M. Trump envisage une hausse mensuelle des frais douaniers entre 2 et 5 %, question de limiter l'inflation. Mais ça aurait quand même des conséquences, notamment sur le PIB, le produit intérieur brut, qui chuterait à 5,6 % lorsque... Au fil du temps, on aura atteint le chiffre magique de 25 %. L'inflation aussi, on aurait un dur coup, passerait de 1 à 4 %. Le taux directeur aussi, on s'attend à certaines hausses. Perte d'emploi. M. Ford, d'ailleurs, a avancé que les tarifs douaniers pourraient coûter 500 000 emplois. Ça, c'est juste les chiffres avancés par M. Ford. Pour l'Ontario seulement. Là, 500, oui. Je le calculais, 500 000 emplois, mettons, qui dit vrai. Ouais. Il y a 8,7 millions d'emplois de population active en Ontario. Et si tu perds 500 000 jobs, le chômage monte instantanément, genre 6 %. Mettons qu'il était à 5,5-6, là, il monte à 12 %. Ben oui, je comprends. Alors, tu sais, automatiquement, l'ampleur de la récession. Ben oui, automatiquement, on se retrouverait en récession. Puis, tu signes un papier intéressant dans le journal ce matin aussi, à savoir, est-ce qu'on est prêt à affronter ça? Ben, mon papier, c'est sur le fait, je pense... Je fais le parallèle avec l'Ukraine qui est gros, parce qu'on comprend que ce n'est pas une guerre. Trump a dit qu'il n'y aura pas d'invasion du Canada avec l'armée, qu'il n'y aura pas de morts sur le champ de bataille. Mais une guerre commerciale, les morts, c'est des entreprises, les dommages, c'est des emplois perdus. Et sincèrement, le Canada, à l'heure actuelle, avec sa productivité au plancher, des 5, 6, 7 dernières années, il n'y a plus, on est un des seuls pays au monde, il n'y a plus de croissance du revenu moyen des ménages. Le niveau de vie ne s'accroît plus au Canada. Il y a une croissance économique juste à cause de l'inflation. Si tu prends l'économie globale, l'économie grossit parce qu'il y a plus de travailleurs, plus de consommateurs, il y a de l'immigration. Mais par habitant, le revenu moyen par habitant, il croît plus, il augmente plus. Et l'endettement de nos gouvernements, tu sais, quand on disait à Trudeau il y a quelques années, il faudrait être prudent, il ne faudrait pas dépenser pour rien, quand il y a des bonnes années économiques, il ne faut pas faire de déficit, mais c'est justement pour se garder une marge de manœuvre pour les mauvais jours. Or là, les mauvais jours s'en viennent probablement dans notre face, puis on a déjà doublé la dette, on a déjà emprunté. Alors moi, je trouve que le Canada est politiquement mal placé, économiquement mal placé, et jusqu'à un certain point, c'est gros de dire ça, psychologiquement, est-ce que comme population, Je pense que oui. Je pense qu'on a peur. Là. Je pense qu'on n'est pas en mode on va livrer une guerre commerciale aux Américains. Là. Je pense que c'est rentrer aux abris, tout le monde a peur. On n'a pas de front uni non plus sur le la front politique. Puis tu sais, quand tu parles de crise avec l'économie, la bataille économique, ça aussi, si les entreprises ferment, si on a de la difficulté, et c'est effectivement la psychologie de tout ça se porte pas bien. Est-ce qu'on est prêt à réduire notre niveau de vie? Est-ce qu'on est prêt, exemple, à dire, là, pour le temps que Trump est là, il faudrait rouvrir les conventions collectives dans les entreprises. Tout le monde fait un sacrifice pour sauver les meubles, sauver l'entreprise. Ouvrir les conventions collectives dans le secteur public, l'argent ne rentrera plus dans les coffres des gouvernements, couper les programmes sociaux, augmenter les impôts.
Tout ça de façon draconienne, là, ça se fait Tout pas ça de façon progressivement. draconienne du jour au lendemain. Là, on est en économie de guerre. Moi, je sens pas qu'on est prêt. Enfin, on va voir ce que nos premiers ministres vont dire aujourd'hui. Juste une petite remarque quand même. Doug Ford, hier, a un peu mis la table pour une rencontre plus positive, parce que là, à date, tout le monde tire la couverte de son bord face à Trump. Il a dit hier que le plan que Dominique Leblanc lui a soumis pour la frontière, c'était un plan extraordinaire. Donc, j'y ai vu une petite fleur à Dominique Leblanc, au gouvernement de Trudeau, mais peut-être aussi une façon de mettre la nappe, là, pour qu'aujourd'hui, le souper à table, pas de chicane, là, qu'on soit capable un peu de montrer un front uni face aux Américains. Restons à Ottawa, parce que pendant ce temps, il y a une course qui se dessine au Parti libéral du Canada. Et hier matin, on savait que François-Philippe Champagne s'adressait au Canadian Club à Toronto, là, et que ce serait l'occasion pour lui de donner sa réponse. Oui, François-Philippe Champagne n'ira pas non plus là, dans cette course-là. Tout comme Christy Clark, qui, elle était pressentie, mais là, il y a eu toute l'histoire de son affiliation avec les conservateurs, son explication. Elle a menti lorsqu'elle a donné son explication. Ensuite, elle a marché sur la peinture en essayant de justifier. Finalement, elle ne se lancera pas dans la course pour remplacer Justin Trudeau. Qu'elle parle français, mais c'est ça. Peut-être pas assez. Deux justifications. Elle manque de temps pour organiser sa campagne. Son français n'est pas assez bon. Bon. Moi, je connais des gens qui lui ont parlé récemment en français. Son français est correct dans une... Mais tu sais, c'est une chose d'un français correct pour discuter comme ça, placoter. Tu t'en vas pour faire, mettons, un débat des chefs, là, c'est qu'il faut que tu maîtrises... le langage, les concepts, les idées, un peu l'humour. Tu sais, faut que tu parles là, la langue passablement. Oui, mais en même temps, regardons les deux principaux candidats, que ce soit Chrystia Freeland, qui doit annoncer sous peu qu'elle se lance. Son français est correct, mais dans une situation de débat, j'ai bien hâte de voir. Mark Carney. Encore, son français est moins bon. C'est drôle parce qu'on a ressorti du français, là, il y a des entrevues. Et il y a tellement pas... C'est incroyable, ce gars-là, là, est supposément une vedette. Il est jamais venu dans les médias francophones. Non. Ce qu'on retrouve en français, c'est une participation au Corim, là, où c'est une personne, je pense, de la Caisse de dépôt qui l'interviewe, mais il n'a jamais donné d'entrevue en français. Je pense dans les médias du groupe québécois, on retrouve rien. À Radio-Canada, je sais pas, mais... Donc là, est-ce que son français est si bon que ça? Non, c'est quand même assez révélateur. Faut dire que Mark Carney, lui, accordé son entrevue à Jon Stewart aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas de risque avec le français. Là. Mais, je veux dire, ici, on ne l'a toujours pas entendu. On l'a vu patiner sur le canal Rideau, mais c'est à peu près tout. Mais je reviens à François-Philippe Champagne parce qu'il a dit « Je ne me lancerai pas dans cette course-là ». Mais il y a même un flou sur la suite des choses, à savoir est-ce qu'il va réellement se représenter lors de la prochaine élection. Voici M. Champagne. J'en suis venu à la décision difficile que je ne solliciterai pas la chefferie du Parti libéral du Canada pour cette course, que je dédierai toute mon énergie pour défendre le Canada. Will you run in the next election? Can I take one decision at a time? Alors, il lui demande, est-ce que vous allez vous représenter? Puis M. Champagne a répondu, est-ce que je peux prendre une décision à la fois? Et donc, je vais poser une question cruelle. Là. Aurait-il des chances d'être élu? Parce que, regardez encore le sondage léger, il y en a un qui est sorti hier soir, là. Au Québec, les libéraux sont rendus loin derrière, même loin derrière le Bloc, mais quand même loin derrière les conservateurs, même au Québec. Puis bon, j'ai aucun doute que François-Philippe Champagne est très populaire dans son comté, beaucoup plus populaire que le parti et apprécié. Mais les amis, on a vu ça 1000 fois, là, quelqu'un de bien apprécié dans son comté, puis les gens votent contre lui, puis le lendemain matin, ils disent « C'est de valeur, il était pas dans le bon parti. » Non, mais... T'as raison. On l'aimait, mais là, je veux dire, libéral... Parce qu'à un moment donné, les gens veulent plus voter pour un parti. Je veux dire, tu présenterais n'importe... Tu sais, autant où tu vas dire, tu vas présenter... Dans certains comtés, tu vas présenter un cochon, s'il est peinturé de la bonne couleur, le monde va voter pour lui parce qu'ils veulent voter pour ce parti-là. Autant, à l'inverse, à un moment donné, les gens veulent plus voter pour un parti, puis quand même, tu leur présenterais le bon Dieu, ils vont pas voter pour. Et regardez l'écart, là. Les conservateurs, selon le dernier léger, les conservateurs, 47%, en hausse de 4. À l'échelle du Canada. À l'échelle du Canada. Les libéraux, 21. Donc, c'est un écart de 26 points. Ouais, et dans le même sondage, au Québec, tu as les libéraux en bas de 20, les conservateurs à 27, le Bloc à 33. Fait que là, tu te dis, OK, est-ce que François-Philippe Champagne, à un moment donné, il y a une limite à ce qu'un candidat fût-il hautement populaire dans son comté,
il y a une limite à ce qui peut renverser une espèce de vague là, qui frappe partout. Enfin, à suivre. On parlait de la frontière tout à l'heure, du plan fédéral là, qui a été présenté hier à l'Ontario. Hier, c'est le ministre François Bonnardel qui présentait le plan du Québec à la frontière. Ouais, déployer plus de 300 agents de la Sûreté du Québec en 24-48 heures à la frontière si, effectivement, la vague migratoire qu'on appréhende se concrétise, là. À la suite de l'entrée en fonction de Donald Trump, on sait qu'il veut mener la plus importante opération de déportation de l'histoire des États-Unis. Alors, François Bonnardel, en point de presse, a précisé que, à court terme, il n'y a rien qui indique nécessairement qu'il va y avoir ce flux migratoire-là, mais croit qu'il faut quand même être proactif dans ce contexte-là et qu'il faut faire tous les efforts nécessaires avec les partenaires pour sécuriser la frontière. Il a exprimé aussi ses attentes envers le fédéral. Oui, on a vu une grosse annonce, mais les détails, on les attend toujours. On doit savoir ce qui sera investi rapidement d'ici le 31 mars prochain par Ottawa en termes d'effectifs pour la GRC, en termes d'équipements additionnels pour mieux protéger notre frontière et répondre aux inquiétudes de l'administration, de la nouvelle administration américaine. Mais on parlait tout à l'heure des nombreux décrets que le président Trump pourrait adopter dès son jour 1. S'il y en a un, concrètement, qui amorce le processus de déportation des immigrants, il ne faudrait pas s'étonner le flux migratoire que le ministre Bonnardel craint. Donc, l'arrivée de plein de migrants à la frontière qui veulent venir au Canada, qui veulent rentrer au Canada d'urgence. Et on dit présentement, c'est tranquille. On n'est plus dans le genre de chiffre du chemin Roxham, c'est beaucoup plus tranquille, mais ça pourrait arriver assez vite. Madame Chantal, l'enseignante devenue célèbre, pourrait perdre carrément son brevet. Célèbre pour les mauvaises raisons. On avait tous entendu, puis c'était Cube d'ailleurs qui avait révélé cette histoire-là. On l'entendait crier sur des enfants de 6-7 ans dans une école primaire en 2023. Et là, elle a été réembauchée, donc embauchée à nouveau au cours de l'automne dans une école différente, cette fois dans l'Anaudière. Ça avait fait grand bruit. Et là, ce qu'on apprend effectivement, c'est qu'elle pourrait perdre son brevet d'enseignement. C'est le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui a déclenché un comité d'enquête pour statuer sur son sort. Il s'est exprimé d'ailleurs sur le réseau social X, disant qu'il avait été choqué par les situations qui avaient été rapportées, que l'école existe pour nos enfants et qu'il ne faut pas faire de compromis sur leur sécurité et sur le bien-être. Maintenant, il va laisser au comité d'enquête le temps de faire son travail. Voici la suite des choses. Donc, le comité va avoir 15 jours pour se prononcer sur la pertinence de suspendre le brevet de l'enseignante pour la durée de l'enquête. Mais ceci étant dit, Mario, moi, ce qui était quand même assez fascinant, c'est comment ça se fait que cette personne-là a réussi à se faire réengager au sein du réseau de l'éducation après tout ce qui est arrivé. La réponse, c'est que la nouvelle loi sur le partage des informations en centre de services scolaires, ce qui était impossible là, jusqu'à maintenant, n'est pas encore en vigueur. Mais elle sera, semble-t-il, dans les prochaines semaines. Elle va rentrer en vigueur immédiatement. Ceci dit, moi, je continue à penser que c'est la plus belle preuve que ça prendra un ordre professionnel des enseignants. Là. Une profession... C'est pas normal que le ministre doive s'en mêler. Il devrait avoir un ordre professionnel comme ailleurs où les gens de la profession s'auto-régulent puis s'assurent que quand il y a des gens dans leur profession qui n'ont pas ce qu'il faut pour faire ce type de travail-là, on les laisse pas sévir. On s'intéresse, Isabelle, à un artiste latino qui bat un record, qui fait une première. C'est Bad Bunny. Bad Bunny, ça a été l'artiste le plus, ce qu'on dit, streamé en anglais l'année passée en 2024. Il rentre dans le premier artiste latino à avoir plus de 100 chansons dans le Billboard Hot 100. À titre comparatif, il est devant Beyoncé, Jay-Z, Justin Bieber et The Weeknd. Il est devant Eminem aussi. Il compte donc 113 entrées, donc 113 chansons dans le top 100 Billboard parce que son nouvel album qui est sorti dans le temps des fêtes, 17 de ses chansons se retrouvent dans le palmarès. Dans les premiers, là, dans ce palmarès en question, il y a Drake qui arrive en numéro 1 avec 338 chansons et tout de suite après Taylor Swift avec 264. Il n'est pas si loin quand même. Il est à mi-chemin pour un artiste quand même portoricain où lui, il épouse sa culture. C'est important pour lui le patrimoine. Il ne chante ni en anglais, il ne veut rien savoir de l'espagnol. Lui, il veut vraiment chanter dans sa langue.
C'est incroyable, je trouve, l'évolution, parce que si on pense au début des années 2000, Shakira, qui était colombienne, ou Ricky Martin, qui était aussi de Porto Rico, eux autres ont vraiment... C'était l'anglais, il n'y avait pas le choix pour faire une marque. Là, lui, avec sa langue, avec sa culture, il a même fait appel à des profs d'histoire pour que, dans ses chansons, quand il raconte l'histoire de Porto Rico, ça suive les faits. Je me dis, c'est le fun de voir l'évolution, puis il est fier de sa culture, puis c'est payant aujourd'hui. Ouais. À savoir s'il va convaincre Donald Trump de la valeur de Porto Rico. Mais ça serait peut-être un bon intermédiaire. Ouais. Vas-y, mauvais lapin.